Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Jérémy. Alors, tu es le deuxième homme sur mon podcast et ça m'enchante d'avoir d'autres perspectives et d'avoir le retour d'un homme qui médite et qui se connecte en tout cas à toutes ses émotions et à ce que tu fais en tout cas dans ta vie par rapport à ton métier. Tu es coach Ennéagramme. Je suis très curieuse de savoir ce que c'est parce que j'en entends parler de plus en plus, donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Comment vas-tu? Ça va très bien. J'ai une bonne journée d'accompagnement. J'ai un peu bougé avant de faire ce podcast, je t'avoue, j'avais besoin de bouger. Au début, je voulais méditer pour me recentrer. Je dis non, non, là, tu as besoin de bouger. Tu vois, je lance déjà un peu le sujet là. Comment toi, du coup, tu le vis? Enfin, attends, on va commencer par qui tu es et après, tu nous diras un petit peu pourquoi tu t'as senti le mouvement et comment tu t'écoutes toi en tant que coach, mais aussi en tant que personne. Ouais. Alors, donc je m'appelle Jérémy Barrault. Je vis en Lorraine, à côté de la ville de Nancy. J'ai 37 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pourrais dire que oui, je suis à la fois coach et thérapeute. J'ai un cabinet sur la ville de Vendeuvre où j'accompagne le samedi principalement toute la journée et la semaine en visio dans toute la France. Voilà, j'ai eu plusieurs vies Chouette. avant, mais je pourrais dire que c'est la vie qui m'a amené jusque-là. En tout cas, je l'ai suivi, ça m'a amené ici. Toutes tes expériences ont fait que tu, tu, tu t'es lancé du coup dans l'accompagnement. Oui, c'est un long parcours, hein. Oh oui. Oh oui. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu n'avais pas forcément envie de méditer, mais plutôt de bouger. Comment, toi, dans ton quotidien, tu arrives à t'écouter et en tout cas à conscientiser un petit peu ce qui se passe en toi et à passer à l'action? Parce que enfin, souvent, on dit j'ai envie de faire ça, mais on va un peu rester dans notre zone de confort et on va pas oser bouger alors qu'on en a vraiment envie. Comment toi, tu vis tout ça et comment tu pourrais nous conseiller? C'est une écoute, je dirais personnelle avant tout, intime. Et au bout d'un moment, à force de pratiquer, on peut sentir la différence si on a vraiment besoin de se reposer, de lâcher complètement, d'aller vraiment vers du yin pur, parce qu'il y a un trop plein. Et puis parfois, on sent que le corps, il y a juste besoin de remettre un petit peu de mouvement. Et parfois, je bouge et je me rends compte que non, c'est pas ça. Qu'il faut qu'en fait je lâche, mais ce qui me met en mouvement, c'est peut-être des émotions trop désagréables et le fait de lâcher, je me dis: «Oh là, je vais rencontrer des choses pas agréables». Mais voilà, hein, moi, ça fait 10 ans que je pratique. À la fois, c'est beaucoup et très peu. Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux faire la part des choses. Voilà, quand je suis trop tendu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin là de me détendre ou est-ce que j'ai besoin de me «défouler» entre guillemets, mais toujours consciemment. Donc du coup, tu te poses la question: «Qu'est-ce que là j'ai vraiment envie de faire? Comment je me sens? Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, pour me sentir bien?» C'est ça, c'est la première question, c'est comment je me sens et c'est pas comment je me sens avec ma tête, parce que ma tête, elle peut me raconter n'importe quoi, hein, et souvent c'est le cas. Elle me dit: «Travailler 2 heures de plus, fais ci, fais ça», et si j'écoute mon corps et mon cœur et ma poitrine, je sens que c'est fermé, c'est contracté, et je me dis: «Non, là, il y a une réalité et tu peux pas t'y échapper». Tu peux pas y échapper, Mmh. c'est pas possible. Mmh. Ouais, mais c'est de la pratique effectivement de s'écouter, c'est pas toujours évident, mais c'est en pratiquant qu'on peut voir un petit peu où ça se manifeste aussi dans le corps et du coup de s'adapter. Bien sûr, on est dans une culture, tellement déconnectée du cœur, des émotions, au détriment, d'un mental, je dirais qui prend une place énorme, que ça demande une forme de rééducation.
Ouais, c'est un peu comme la méditation, c'est une gym de l'esprit et bah, l'écoute intérieure, c'est ça aussi, c'est un peu de gym, personnel, on pourrait dire ça comme ça? Je sais pas trop. Carrément, c'est une gym et ça demande de pratiquer régulièrement, hein, sinon on perd, bah, comme un sportif quoi, hein. On perd nos acquis, on perd et ça demande à revenir et je suis pas un très bon vendeur de la méditation, hein. Comment toi, du coup, la méditation, c'est venu dans ta vie? Comment, tu découvert la méditation? Ouais, alors moi j'ai commencé, par la sophrologie, hein. J'ai fait ce Mmh. qu'on appelle une sophrothérapie et c'était ouais, c'était carrément une thérapie, hein. C'était une thérapie et c'était très puissant. Je suis arrivé là, je m'attendais pas à traverser tout ça ou peut-être inconsciemment. Mais il faudrait peut-être que je recule un petit peu pour dire comment j'en suis arrivé à faire une sophrothérapie. Il faut savoir que le plus long métier que j'ai fait, c'était moniteur auto-école. Donc j'ai enseigné la OK. conduite automobile pendant 8 ans et sur la fin, je donnais une leçon de conduite et j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle une crise d'angoisse ou une attaque de panique. Voilà, donc j'étais dans la voiture bon, quand on n'en a pas fait, c'est difficile à comprendre, hein. Même moi, c'est vieux, donc je me souviens que c'est pas agréable, mais ça commence à être un petit peu loin derrière moi, mais je me souviens qu'à l'époque, bah, c'était quelque chose de très complexe à gérer, surtout que j'étais sur le lieu de mon métier, j'étais enfermé dans une voiture et et quelque chose m'a dit: «C'est ta dernière leçon de conduite». Tu vas aller au bout, je savais où j'allais sortir, dans un petit village, tu vas faire le tour du rond-point, tu vas rentrer et puis tu vas aller voir tes patronnes, parce que j'avais 2 patronnes à l'époque et tu vas leur dire que, bah, tu as besoin de repos et que tu vas rentrer chez toi. Et ça faisait quelques jours que j'avais des symptômes, des maux de ventre, je dormais un petit peu moins bien, j'avais le système nerveux un petit peu épuisé, j'éternuais point à rien, donc c'est arrivé progressivement jusqu'à vraiment cette attaque de panique et donc je suis revenu et puis j'ai dit à mes patronnes: «Écoutez, j'ai besoin de repos». Et il y en a une des 2 qui m'a dit: «Bah, écoute, va voir ton médecin et puis tu reviens» et moi je me suis dit: «Ouh là, je pense pas que je vais revenir maintenant». Mon corps me disait: «Là, il va falloir du repos», ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Mmh. Et donc je suis rentré chez moi le midi et il y avait mon frère qui était chez moi ce jour-là et je lui explique ma situation et au moment-là, il me parle d'une ancienne, élève de classe qu'il avait avec lui qui était devenue sophrologue. Moi, ni une ni deux, je regarde, je prends le numéro, je l'appelle, je prends rendez-vous. Incroyable et j'étais dans la même école qu'elle, au moment-là, pas dans la même classe OK. et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre mon intuition. C'est à ce moment-là, à partir du moment où je suis rentré et j'ai pris rendez-vous et je crois que c'était il y a une petite dizaine d'années, je crois que depuis là, je ne cesse d'écouter mon intuition et c'est ça qui m'a emmené, vers là aujourd'hui et vers cette interview avec tout ce que je vais présenter. Ouais. Et donc j'ai pris rendez-vous et j'ai commencé à pratiquer donc la sophrologie existentielle. C'est vraiment une sophrologie, très puissante avec des kriyas, des mantras et moi qui n'étais pas du tout dans mon corps, ça a fait sauter plein de trucs. C'était très, très puissant, hein. Je m'y attendais pas, hein, je connaissais Mmh. pas et après j'ai commencé à m'intéresser du coup au psychocorporel et puis après j'ai fait une formation, j'ai cheminé et puis j'en suis arrivé à ouvrir mon cabinet plusieurs années plus tard. Voilà, donc ma première pratique, c'était vraiment, sophrologie, hein, on commence, les bases, la posture, la respiration abdominale. Moi, je suivais, en plus j'avais plus d'énergie donc j'avais qu'une chose à faire, c'était suivre, hein, le mouvement, Bien je sûr. suivais, jusqu'au moment donné où tout a commencé à remonter à la surface. Mmh. Et c'est là où on se dit qu'on garde énormément et des fois on n'en a même pas conscience et on garde, on accumule et à un moment ça pète. À un moment c'est le volcan quoi. C'est ça, c'est ça. Alors moi, ça s'est fait en 2 étapes ce volcan, si tu veux, hein, si tu veux bien que je le partage. Bien sûr. Le 1 ça a été une mémoire qui est remontée et qui a donné du sens à cette attaque de panique. En fait, quand j'étais plus jeune, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça, j'avais eu un accident de voiture, j'ai failli perdre la vie dedans et j'étais, dans la place, du passager, devant à droite. Donc la même place que quand tu enseignes la conduite, hein. Mmh. Et en fait, j'ai une mémoire qui s'est réveillée, c'est-à-dire que j'ai eu cet accident qui était un traumatisme, qui est resté dans mon corps. C'est là que j'ai commencé à faire des liens entre le corps et l'esprit. Je ne savais pas moi avant. Et, et en fait, quand j'ai eu cet accident,
Donc je suis allé à l'hôpital plusieurs jours et quand je suis ressorti avec ma mère, elle était venue me rechercher et j'avais fait un blocage avant de remonter dans la voiture, la place à droite. J'étais tétanisé et ma Mmh. mère qui aime prendre soin, elle a pris soin de moi. Je lui ai dit: «Je monte, mais à condition qu'on ne repasse pas par le chemin où j'ai eu l'accident. Tu fais un détour». Je ferme les yeux, je regarde pas. Tu vois, j'ai eu beau ne pas vouloir regarder, c'est quand même revenu. Ouais. Et donc ça m'a permis de faire ce lien, heu, avec cette mémoire du corps et c'était une prise de conscience énorme en tout cas. Parce que du coup, quand tu as eu l'accident, est-ce que tu as accueilli les émotions qui te venaient, la peur aussi, ou du coup, tu as vraiment tout gardé et c'est revenu du coup plusieurs années après, quoi? Dans ma famille, on accueillait pas les émotions. Mon père, il Mmh. était furieux parce qu'il avait peur de me perdre, mais il a pas la manière de me le dire. Bien Donc sûr. moi après, je me suis posé des questions existentielles. Après, il y a quelqu'un qui avait pris les photos de la voiture et je regardais l'épave, hein, c'était vraiment une épave, hein. Il restait plus que mon fauteuil et j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de bulle autour de moi. Et Waouh. c'est vraiment étrange, c'est à partir du jour-là où j'ai eu la foi. Je me suis dit: «Tu mourras quand tu auras tout exprimé sur terre». Et d'ailleurs, la rue où j'ai eu l'accident s'appelait le boulevard de l'Avenir. Donc je me dis: «C'est pas là que je devais mourir», tu vois? Et et si tu veux, j'ai gardé un petit peu ça pour moi. C'est-à-dire que rapidement, je suis retourné au travail, mais voilà, c'était plus comme avant. Je me posais des questions existentielles sur la vie, sur la mort et il y avait personne pour accueillir ça. Voilà, c'est pas un jugement, c'est un constat. À l'époque, voilà, je sais plus, c'était il y a combien de temps du coup? Peut-être, 15 ans ou plus. Il y avait personne pour accueillir ça. Mais voilà, c'est revenu en c'est revenu en accompagnement. Donc, Ouais. C'est que ça devait ressortir au bon moment et que c'était juste pour toi à ce moment-là, parce que tu avais peut-être les épaules pour aussi, supporter et te soutenir, quoi. c'est ça et puis j'ai eu des compréhensions énormes sur mes mécanismes de défense. Enfin, je me souviens de cette séance-là particulière, il y a eu un avant, un après pour moi, quoi, c'est clair. Ça a été le moment du déclic. Ça a été, Ouais, ouais. ouais et j'ai compris aussi que j'avais fait ce métier et quelque part j'avais le contrôle. Tu sais, le moniteur, il a les pédales à côté et je me suis rendu compte que c'est comme quand tu es blessé émotionnellement, après tu veux garder le contrôle pour pas que ça arrive à nouveau. Bah, là, Mmh. c'était ça quelque part. J'avais le contrôle, ça ne pouvait plus remonter à la surface, je maîtrisais. Bah, non, ça a pas marché. Mmh. Waouh, c'est dingue! C'était boulevard de l'Avenir. Ouais, C'est waouh! on peut l'interpréter de 1000 façons. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est tout un symbole et j'aime les symboles. C'est un joli signe parce que du coup, effectivement, ça donne beaucoup d'espoir et tu as pu du coup te relever par rapport à tout ça et changer de métier et faire quelque chose où tu es plus aligné en tout cas avec toi-même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'était la deuxième phase, on va dire, la 2e partie du volcan. Là, il y a eu l'éruption, mais après, il y a plein de lave qui est sortie. C'est-à-dire que, j'ai travaillé, allez, ça devait faire peut-être 6 mois que je travaillais avec cette thérapeute, donc il commence à avoir de l'alliance thérapeutique et donc bah, voilà, ça se passait bien. C'est important qu'elle se mette en place pour avancer et mon père est tombé malade et mon intuition me disait, «Ouh là, c'est compliqué». Là, je sentais que mon corps, il avait envie de fuir, de partir sur notre planète et moi, quand mon corps fait ça, c'est pas bon signe. Ça l'a fait quand il y a eu le covid. C'est Mmh. qu'il va se passer quelque chose de très désagréable. Moi, j'ai une tendance à fuir ce qui est douloureux, hein. Alors, on pourrait dire que tous les humains font ça, mais moi, je suis un peu le spécialiste. Alors qu'il y en a qui vont dedans, hein. Et mon père est tombé malade et on a commencé à approfondir un peu notre relation, parler de la spiritualité et il m'a envoyé une vidéo de Christophe André que j'ai regardée, je sais pas si tu connais? J'adore. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, il m'a envoyé cette vidéo et puis ça m'a amené à aller à Paris, rencontrer Christophe André. Je lui ai parlé de mon père, je lui ai dit: «Vous avez le bonjour de mon père, il a pas pu se déplacer, il était malade» et tu vois, d'en reparler, ça m'émeut, hein, donc ça sert à ça la méditation, à sentir. Donc je prends une petite respiration parce que quelque part, on parlait beaucoup de spiritualité avec mon père, donc la sienne n'était pas incarnée, je m'en suis rendu compte après, donc moi je fais en sorte de l'incarner, hein, travailler sur ma stratégie de survie. Mais voilà, on a approfondi notre relation avec mon père sur la fin. Il s'est passé des choses incroyables et il est décédé, le jour de Noël.
hein. C'est-à-dire qu'on allait fêter Noël avec ma sœur, on allait chez mon père et ma sœur est arrivée, quelques minutes avant moi. Elle m'a appelé, dans un état et ça a été d'une violence, extrême. C'était vraiment un moment, hors du temps, quoi. Hors du temps et ça s'est passé dans des conditions compliquées. C'est pas ce que je souhaitais en tout cas, mais bon, voilà, la vie a un chemin et j'ai dû l'accepter. Et donc quelque part, ma thérapie qui était axée sur les symptômes s'est approfondie. C'est-à-dire qu'au moment-là, toutes les peurs de mon enfance sont remontées à la surface. Tu vois? C'est comme si j'étais redescendu dans une couche, hein, mais vraiment des terreurs existentielles. Tu vois? La mort, mes peurs, enfin mon identité, même mon nom et mon prénom n'avaient plus de sens. Mais vraiment c'était, waouh! C'est-à-dire que la première fois, je commence à me relever après le trauma de l'accident, un petit peu comme un boxeur qui se prend un coup, il a un genou à terre, je commençais à me relever et j'ai pris un autre coup, ça a fait gauche-droite et la deuxième, je suis tombé et j'ai mis plusieurs années à me relever. Franchement, j'ai dû mettre, 2 ans et je dirais 5 ans vraiment pour, waouh, pour reprendre de l'élan, tellement c'était violent. Donc j'avais cette chance d'être déjà, en chemin. Et j'ai pu pousser cette psychothérapie pendant encore, 2 ans, donc j'ai fait à peu près 3 ans. 3 ans de chemin avec, cette femme que je remercie encore. Elle a été présente et la présence permet d'accueillir ce qu'on n'a pas pu accueillir quand on était enfant et ça sert à ça la Ouais. présence. Ça me touche tout particulièrement ton histoire. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. J'ai perdu mon papa aussi en fin d'année, ça va faire 4 ans cette année. Et pareil, j'ai découvert la sophrologie juste après son décès. Oh! C'est la sophrologie qui m'a aidée et qui m'a vraiment sauvée en fait. Donc ça me touche beaucoup. J'ai ma petite larme. J'accueille aussi, mais tu vois, enfin, il n'y a pas de hasard, hein. Je suis en gros travail de relation avec le masculin blessé qui est autour de moi, etc. Et enfin, voilà. Donc je sens que ce que tu dis, ça résonne énormément et merci pour ta vulnérabilité. Merci beaucoup. Bah, écoute, on n'en avait pas parlé avant, hein. Ouais, c'est assez dingue. Ouais, mais on est tous «thérapeutiques», j'ai envie de dire entre guillemets, les uns pour les autres. Il suffit juste d'oser le ressentir et l'accueillir. Eh Ah oui, beh, ah oui, ouais. Et on rencontre personne par hasard, tu vois. Je pense que cette interview, elle devait se faire ce soir et que c'était le bon moment pour nous deux. Donc, c'est ouais. Je suis toujours surprise par tous ces signes et ces synchronicités. Ça me surprend à chaque fois, mais dans le bon sens, quoi. C'est incroyable. ouais, c'est au moment où enfin moi souvent, c'est au moment où j'y crois plus que ça revient en puissance 1000 quoi, tu vois? Totalement. Je Ouais. commence à avoir des doutes existentiels, que je ne vois plus le plan sacré que j'appelle se mettre en place. Bah boum, je me prends une dose de divin. Exactement. Il y a une amie qui disait quand tu n'as pas le. Quand tu as un plan A, B, C, mais que tu vois, tu sais pas trop ce qui se passe et tu es un peu perdu, tu as toujours le plan D, c'est le plan divin. Et ce plan-là, il est toujours là pour t'amener sur le bon chemin. Oh j'adore. Je peux la garder? Ouais. Garde-la. Et elle l'a dit là, il y a quelques mois et ça a résonné. Je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est vrai que même si t'as pas forcément de plan, le plan D, il est toujours là. C'est le plan divin. Ouais. Ouais. Il est tout le temps là. Il est là quand on est enfant, même quand on souffre, on a tendance à lui en vouloir, mais au bout d'un moment, on finit par se réconcilier et accueillir, hein. C'est ça, ouais. Et toi, par rapport du coup à ta relation à la méditation, comment tu pratiques? Qu'est-ce que tu pratiques comme type de méditation? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai vu sur ton site que tu faisais des retraites, que tu faisais des classes aussi, des cours de méditation. Oui, 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 je l'ai fait par, Zoom à distance pour l'instant, j'ai pas de groupe, dans le coin. Hem, En fait, bah, j'ai commencé par la sophrologie, donc ça m'a donné une base, il fallait beaucoup travailler le hara, des mantras, des et au bout d'un moment, j'ai fait l'expérience de l'unité, hein, il y a un canal qui s'est ouvert et pendant plusieurs semaines, pouah, ça m'a donné un vertige, franchement là, si vraiment je veux être complètement honnête, j'ai eu une espèce de pulsion suicidaire, quoi. Le fait de m'incarner vraiment et de voir l'unité,
c'était dingue, quoi. C'était dingue. Heureusement que j'étais accompagné, quoi, pour cadrer, surtout avec tout ce que Mmh. j'avais vécu avant. Et après, progressivement, ça partait, je pratiquais, ça revenait et je faisais des allers-retours comme ça. Et je me disais: «Mais qu'est-ce qui te sort? Qu'est-ce qui te sort de cet état d'unité? Pourquoi tu arrives pas à le garder? Pourquoi?» Après, c'était une autre question existentielle. Et c'est là que j'ai voulu pousser. Et c'est là que j'ai commencé à me former. Donc, je me suis intéressé aux méthodes psychocorporelles, j'ai tapé sur internet et j'ai trouvé une école, près de chez moi, d'un médecin psychiatre qui utilisait les méthodes psychocorporelles sur ses patients depuis plusieurs années, Wilhelm Reich, Alexander Lowen. Et une fois qu'il était à la retraite, il a créé une école où il transmettait tout ça, ce qu'on appelle la bioénergie. Mmh. Et c'était reparti pour un tour, 3 ans, à me refaire travailler la cuirasse. Donc j'avais déjà fait 3 années de sophrothérapie. En parallèle, je travaillais avec un ami qui était, ostéopathe somato-émotionnel, donc je faisais ce double travail sur la cuirasse. Et une fois que j'étais stabilisé, j'ai voulu passer une étape supérieure, donc j'ai fait cette école pendant 3 ans. Et quelque part, ce premier travail que j'avais fait pendant 3 ans, il était personnel. Et les 3 années d'après, je me suis confronté au groupe. En formation, Mmh. tu as pas le choix, hein. Et voilà, ça ouvre encore une autre dimension, le groupe. C'est très, très, très puissant en miroir. Et donc j'ai fait tout ce travail bioénergétique pendant 3 ans, travailler, l'être thérapeute, hein, travailler la présence pour pouvoir, accueillir après, hein. Mais, au moment-là, j'étais en cheminement et c'est pendant cette formation, que j'ai eu des cours d'énéagramme. Tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, je me permets. Mmh. J'allais te demander après, ouais. Oui, c'était pendant cette formation. Et tu vois, au début, je voulais faire la même formation que ma sophrologue, mais il y a quelque chose qui me disait: «Non, non, il y a autre chose qui t'appelle là». C'était la sécurité de faire la même formation qu'elle, quelque part, tu vois? Je me suis dit: «Non, il y a autre chose qui t'appelle». Qui Voilà, c'était toujours à partir du moment où j'ai arrêté ce métier, j'ai suivi, mon intuition et quand j'ai découvert l'énéagramme dans cette école, j'ai dit: «C'est ça que tu es venu chercher» ou «C'est ça qui est venu à toi». Je sais pas c'est dans quel sens. Dans les 2 sens. Ouais, c'est dans les 2 sens. Et donc c'est un outil de connaissance de soi avec 9 visions du monde et encore hasard ou pas, la personne qui me l'enseignait avait la même vision du monde que moi. Elle était placée, hein, c'est un cercle avec 9 points, elle était placée sur le même cercle et chaque point, vit pour quelque chose de profond, heu, instant après instant et aussi a une peur, quelque chose qui est très désagréable et qu'on déteste, que j'ai rencontré, quelques mois avant, mais je mettais pas de Mmh. mots dessus, hein. Et et donc, cette enseignante a décrit sa peur, le premier matin d'enseignement, très tôt. Et là, je me suis dit: «Waouh, j'ai la même, c'est ça!» Et je me suis carrément dit: «Mais c'est ça qui m'emmerde depuis que je suis jeune, ça me paralyse» et je mettais pas de mots dessus, tu vois? Mais là, j'ai eu vraiment une compréhension, mais folle. J'ai eu une bascule, justement. En plus, j'étais dans une période où je stagnais un petit peu et j'ai fait ce travail de recherche et en fin de journée, oui, c'est avéré que j'avais, la même base, le même profil que cette enseignante. Et si tu veux, cet outil, il demande une auto-observation de soi. Et pour pouvoir s'auto-observer, il faut savoir pratiquer la méditation. Donc tout ce que j'avais travaillé avant, ça m'a permis de m'observer à travers le prisme de l'énéagramme. Tu vois, avant Mmh. j'observais des choses, j'avais du bien-être, voilà, et cetera, des éveils. Mais mais avec ce prisme, j'ai pu aller beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a eu un avant et un après. Donc pour moi, les 4-5 années de pratique de la méditation, ils m'ont préparé à m'observer, à passer un cap avec cet outil. Tu vois, il y a une bascule. Mmh. Et du coup, tu dis que ça t'aide du coup dans l'observation de toi, de ton âme aussi, parce que du coup, je pense que tout est, enfin, c'est lié, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Hem, Est-ce que ça va être autour de méditations guidées ou des méditations vraiment en silence, où on est vraiment à l'intérieur de soi? Quel type de méditation t'a permis en tout cas d'arriver à ce point-là? Alors, ça a été vraiment le cumul, hein. J'ai fait la sophrologie, après j'ai fait la bioénergie dans cette école. Il y avait une méditation qui s'appelait la méditation pleine présence, à laquelle je suis, Mmh. certifié aujourd'hui. Après, j'ai été faire un stage avec Thierry Johnson, peut-être que tu connais? Oh oui, oh oui. Donc tu vois, j'ai fait un stage avec Thierry Johnson il y a plusieurs années où il enseignait la posture juste, c'était moins connu qu'aujourd'hui
Et quand je suis ressorti, bah, j'ai continué à pratiquer ça fait plusieurs années que je la pratique aussi. Donc c'est un cumul de plusieurs méditations qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai juste, c'est un grand mot, à bouger un petit peu. Voilà, la cuirasse, elle commence à être plus détendue, sauf si je vis des choses très fortes ou si je suis trop stressé. Et après, je me pose et en gros, ça circule tout seul. Mais il a fallu des années, hein, quand même, Bien sûr, avant que ça bien sûr, circule tout seul, entre guillemets. bien sûr. Donc, Mmh. en général, je peux donner ma routine du matin. Comme ça va donner Vas-y, un petit tas. ça peut donner des idées, une idée claire. Ouais. Alors le matin, je me lève et je fais cette pratique de la posture juste. Voilà, je fais quelques mouvements, je peux rajouter un petit peu de mouvement de yoga. Moi, j'ai piqué un petit peu partout à droite, à gauche, mais voilà, je bouge pour un petit peu libérer l'énergie spirituelle de mon corps, tout simplement. Pour moi, c'est ça le but de la méditation, c'est de libérer l'énergie spirituelle du corps et de la faire circuler. Hein, le yoga, on pratique pour libérer, la méditation pour faire circuler. Donc je libère l'énergie. Ensuite, je prends une douche froide, bien glacée. Ensuite, je fais des pranayama. Et après, je laisse l'énergie de mon corps circuler. Voilà, là où elle veut aller. Voilà, je laisse mon corps se détendre et puis elle va là où elle veut, là où elle peut, surtout là où c'est détendu. Voilà, Ouais, ouais. pendant allez, 10-20 minutes, on va dire. Ce protocole, il me prend à peu près 1 heure, on va dire. Et des fois, je le pousse un peu, 2 heures, des fois toute une matinée. Et une fois que je sens que toute l'énergie circule bien dans mon corps, eh ben, je vais dehors, c'est parti. Tu peux commencer la journée. Ouais, c'est ça. Et après, je m'observe et je vois les mouvements de mon corps qui se referment en lien avec mon profil énéagramme. Je vois mes défenses se mettre en route. Et après, c'est une danse toute la journée pour relâcher les tensions et essayer Mhm. de vivre le plus consciemment possible. Voilà, je médite pas. Voilà, la méditation, il y a plusieurs stades. Au début, ça fait du bien. Après, il y a les émotions désagréables. Une fois qu'on les passe, on peut aller dans l'extase. Après, on fait des marches arrière. Enfin, c'est à chaque fois que je C'est un médite, c'est un process. tout Ouais. petit peu différent à chaque fois. Et à chaque fois que je passe un cap de profondeur, bah, je fais en sorte d'y retourner le plus possible. Quand je vis quelque chose de profond, j'essaie d'y revenir. Des fois, il faut plusieurs mois, hein. Bien sûr, bien Mais sûr. voilà à peu près mon chemin par rapport à Ok, la ok. méditation. Mmh. Non, c'est super intéressant parce que tu as évoqué du coup des méditations que dans les autres interviews ou même moi que je pratique pas forcément. Donc c'est intéressant d'avoir différents profils et ça montre encore une fois que le chemin en tout cas avec la méditation est vraiment différent et unique à chaque personne et ça dépend de nos expériences, de nos besoins. Euh, la posture juste, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ma coach, elle m'accompagne et elle m'a parlé de la posture juste il y a 3 semaines, un mois. Donc ça fait pas très longtemps. Et du coup, tu es la deuxième personne qui m'en parle. Et j'ai vu un livre aussi assez au hasard dans une librairie sur la posture juste, justement. Donc ça vient beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est? Moi, de ce que j'ai compris, tu me dis si je me trompe. Euh, Alors, on parle beaucoup des blessures de l'âme, le livre qui est très tendance, les 5 blessures de l'âme. C'est un peu la même chose, mais beaucoup plus psychologique. Et donc, du coup, on va pas s'enfermer dans des cases, comme avec les blessures de l'âme, en disant j'ai la blessure de l'abandon. Donc, en gros, je m'approprie cette blessure. La posture juste, c'est plutôt un fonctionnement, un système. Et donc, du coup, où sont placés les besoins, mon ancrage, etc. Et donc, du coup, c'est un puzzle que, du coup, on anime, on active, on cultive tous les jours. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. La Ok, posture ok. juste, elle permet un réajustement, qui est en lien avec ses blessures, hein. La blessure d'abandon, elle va créer une posture, une déformation due à l'émotion Ok. réprimée depuis, 10, 20 ans, 30 ans, 50 et plus. Et il y en a qui meurent comme ça, hein. Beaucoup, beaucoup trop d'humains d'ailleurs. Mais ce sont des petits réajustements corporels, hem, qui fait qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a fait tous ces réajustements, on n'a plus de sensation de séparation avec les autres. Hein, le but, c'est de réajuster les 5 blessures et au bout d'un moment, on a une posture, qui, moi, de mon prisme, éveille le centre émotionnel supérieur, parce qu'on a un centre émotionnel inférieur et supérieur.
qui éveille le centre mental supérieur et qui nous fait accéder à notre intuition. Donc, du coup, Mmh. ça crée un alignement, hein. Dans le ventre, on a l'intuition, le centre émotionnel supérieur et le centre intellectuel supérieur, et on est ce qu'on appelle du coup connecté à notre essence, hein. Et si tu veux, moi, la posture juste, je l'ai un petit peu calquée sur l'énéagramme, parce que là, on a 5 blessures, mais dans l'énéagramme, il y a 9 blessures, 9 peurs. Et je vais te donner mon exemple, comme ça va être parlant. Vas-y. Moi, je suis en base 9 et je suis à cheval entre le 9 et le 1. Et la peur du 9, c'est le conflit, éviter le conflit. Donc du coup, j'ai ce qu'on appelle la défense schizoïde. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, mon corps, j'ai À tendance à me déconnecter de décentrer, la réalité. voilà, ou Ouais. à partir ou à fuir, hein, parce que l'enfant en moi, bah, il a cru qu'il allait mourir quand il était enfant, dû au conflit, hein. Et le 1, il évite la colère, il évite le jugement. Donc c'est la blessure du rigide, tu vois? Donc du coup, je peux des fois me rigidifier et manquer de spontanéité, hein. Donc c'est ce qu'on appelle dans la posture juste l'axe schizoïde rigide et qui va éviter un petit peu tous les drames humains. Tu vois? J'ai un Mmh. petit place de sérénité, de perfection, je dis: «Moi, je suis parfait, vous, vos drames, Moi, vous les ça va. gardez». Alors j'ai plein de drames à l'intérieur, tu vois? Comme tous les humains, et j'essaie de les vivre progressivement avec les autres, hein, d'aller au conflit, de montrer ma colère, mais mon surmoi, il me dit: «Non, non, non, sois parfait, sois sage». Donc voilà, c'est tout ça que j'observe grâce à la méditation. Et si tu veux, moi, les 2 meilleurs réajustements, ceux qui me font le plus de bien, c'est de m'ancrer dans la matière, mais vraiment, hein, donc de descendre l'énergie. L'énergie, elle suit l'attention, donc il faut que je mette mon attention sur le bas du corps et l'énergie, elle descend. Ça aurait été bien qu'on nous l'apprenne à l'école, ça, hein? Oh oui. Ouais, et que et que je relâche tout mon corps et que je le détende. Et moi, quand je suis ancré et fluide, c'est magnifique, parce que je dépasse mes 2 peurs et du coup, j'active ce qui est vertueux en moi, ce qui est vertueux. Donc au lieu de fuir le conflit, bah, je vais unifier. Au lieu de fuir la colère, eh ben, je vais pouvoir exprimer mes besoins, prendre ma place, hein, et et voilà, le but, c'est de pouvoir dépasser les peurs, en fait, si tu veux. Mais elles se réactivent à une vitesse Mmh. folle. C'est-à-dire que si toute la journée, je suis au contact, j'ai des rendez-vous, des appels, bah, le soir, je sens la peur du conflit dans le ventre, la mâchoire serrée, j'ai retenu ma colère, enfin, tu vois? Donc Bien sûr. donc ça demande des fois, je prends 20 minutes, je me pose dans un coin et puis je me remets en posture juste. En général, le matin, je prends 1 heure et je prends plusieurs fois par jour, 5, 10, 20 minutes pour me réajuster à nouveau. Parce que à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je vois cette peur du conflit ou d'avoir quelque chose à me reprocher qui se met en place à chaque fois. C'est pour ça que les personnes qui disent qu'elles sont éveillées, moi j'ai du mal. Ça existe, hein, certainement, hein, mais en Occident, on fait 3 cours de yoga et puis ça y est, la Kundalini, elle est éveillée, tout ça, hein, surtout en ce moment. Mais non, c'est long, c'est long. Bah, je dirais que c'est quand même le travail de toute une vie, c'est pas, un objectif final, tout ce qui est Kundalini, spiritualité, méditation, il y a pas d'objectif final, c'est des outils, c'est de l'énergie qui va nous traverser au fur et à mesure et selon notre environnement, selon nos réactions face aussi aux personnes qui nous entourent, ça va changer au fur et à mesure et c'est pour ça que la méditation est aussi intéressante parce que et qu'elle va être différente parce que chaque jour, tes réactions, tes émotions vont être différentes et c'est ça qui va te permettre d'avancer au fur et à mesure, tu vois? Donc enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est vraiment le chemin d'une vie et il y a pas d'objectif final parce que si tu attends l'objectif final, tu peux l'attendre longtemps parce que du coup, on sait pas trop où il est, quoi. C'est plus un chemin de vie, quoi. Ouais. Oui, c'est pour ça que les maîtres rappellent souvent de rester curieux, ouvert, et oui, Mmh mh. et parce que ça peut être le surmoi qui continue à mettre la pression dans la la frontière entre s'observer et se juger, elle est très fine, hein. Oh oui. Bah, puis le mental aime bien en plus, trouver des conflits, de trouver des problèmes alors qu'il y en a pas forcément. Ça travaille beaucoup, hein. Bah, ouais. Mais en même temps, c'est sa fonction aussi, il est là pour nous garder en sécurité, donc ouais. Pour ceux qui sont intéressés justement, est-ce qu'il y a un besoin de pas d'une problématique particulière, mais est-ce qu'il y a comment ça se passe? Est-ce qu'on peut y aller juste par curiosité pour apprendre à se connaître un peu comme le human design ou il faut vraiment quelque chose à travailler? Ah ouais, bah, j'ai les 2 cas en général, hein. J'ai les 2 cas. OK.
bah, autant anticiper quoi, avant la crise, hein. Moi, j'aurais aimé Bien sûr. prévoir avant, mais bon, c'était pas mon plan D à moi en tout cas. Mais oui, évidemment, ça permet de prendre des forces, d'anticiper en cas de crise, en cas de chaos et évidemment, évidemment. Ah oui, de toute façon, une personne quand elle est au cœur de la crise, du chaos, moi je l'utilise pas l'énéagramme, hein. C'est un outil qui est très, très puissant, hein. Donc j'essaie de l'utiliser au bon moment, mais si c'est dans un but de fameux développement personnel, et ben, pourquoi pas, hein? Si jamais on n'est pas trop en survie, bah, ouais, bien sûr. Ah oui. Mmh. Ah, c'est chouette, OK. Est-ce que tu aurais une expérience en méditation? Tu nous en as déjà dit plein, mais est-ce que tu as une expérience qui t'a vraiment marquée? Ou voilà, une expérience spirituelle, quelque chose que tu as envie de nous partager? Et bah, là, je suis en train d'affiner le travail, hein. Mon but, c'est de raffiner mon énergie spirituelle de plus en plus, hein, progressivement. J'essaie de pas faire 1 milliard de méthodes, mais j'essaie déjà bien d'assimiler avant toujours de passer à une autre, pour pas être dans la consommation, hein. Je fais vraiment, moi, je suis très discipliné. Quand je commence quelque chose, je vais au bout de la chose, hein. Et là, j'ai commencé un travail avec un ami, un travail avec, un travail, on pourrait dire chamanique et qu'on appelle, ça s'appelle un rappé. Les OK. chamans appellent ça des cérémonies du tabac et Mmh. c'est assez radical, on va dire. C'est assez radical. J'imagine. Donc je commence, on va dire, à travailler, avec les plantes doucement, hein et ça, bah, même chose, il faut être bien encadré, bien et ouais, bah, ça nettoie, ça nettoie J'imagine. et la dernière fois que je l'ai fait, ouais, c'était une expérience, ouais, très, très forte que j'essaie de reproduire progressivement, doucement, tout en respectant, mon corps et mon âme. Donc là, en ce moment, bah, je commence à aller dans cette direction, toujours pour accompagner au plus proche, quoi, hein, tout simplement, hein. Mmh. Si je me centre comme ça, bah, déjà, c'est pour moi et puis après, bah, pour accompagner au plus proche. Ouais. Étape par étape pour toi d'abord et après pour les autres. Ouais. Ah, c'est chouette de pouvoir lier du coup, la psychologie parce que enfin, la posture juste, tout ça, ça reste, pas très terre à terre, mais ça reste quand même cartésien parce qu'il y a des schémas, il y a comment on appelle ça? Je perds mes mots ce soir, je suis désolée. Des mécanismes de protection, de fuite, comme tu le disais tout à l'heure, par exemple. Donc c'est bien d'amener des expériences spirituelles pour lier les deux, pour lier le monde invisible avec du coup sa psychologie, son corps, son mental. Et du coup, c'est là où on peut vraiment, ouais, je pense, faire beaucoup de nettoyage du coup. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est un équilibre qui est pas simple, hein, travailler, le plan horizontal, la psychologie et puis travailler l'axe vertical, la grâce et l'un va avec l'autre et plus on est pur, notre ego, plus on fait de la place, plus la grâce peut descendre. Mais c'est vraiment à faire avec précaution, toujours être bien entouré, y aller progressivement, se respecter parce que quand on a des descentes comme ça de grâce ou des ouvertures et ben, ça change complètement notre vision de la réalité, c'est pas rien. Hein, Mmh. c'est pas Mmh. rien, hein, c'est la mode d'ouverture des chakras, mais moi personnellement, quand j'en ai un qui s'ouvre ou qui se rétablit, je perçois le monde totalement différemment et c'est pour ça que c'est important de faire ça avec beaucoup de respect. Merci pour ce conseil, effectivement. Ouais. Se respecter. Ouais. Ouais, ouais. Je suis entièrement d'accord avec. C'est très beau. C'est très beau. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à ceux qui nous écoutent? Tu parlais de respect, d'y aller à son rythme, d'être aussi curieux par rapport à tout ce qui peut nous entourer. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu aurais aimé avoir quand tu as commencé justement? Des conseils que j'aurais aimé avoir, c'est, voilà, ce serait, garde la foi et suis ton intuition, hein, parce que la foi, j'aurais peut-être aimé l'entendre peut-être, peut-être. Mm. Ouais, garder la foi, c'est pas quelque chose forcément d'immatériel. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interviewe.
Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à écrire un petit commentaire sympa sur le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.